Première question. La première question, j'ai déjà posé pas mal de questions. On va reprendre alors le début, il faut m'excuser, ok, on va partir dès le début. C'est-à-dire que j'ai pu suivre son évolution depuis le début de sa société, à partir du moment où il a créé un très très gros système sans compromis et no cost object, l'énorme système qu'on a installé, etc. C'était ça. Et donc il a eu plusieurs points de référence. Ce qui est important, souvent les créateurs, ils peuvent être techniciens, ils peuvent être artistes, mais souvent ils ne sont pas ensemble. Il y a une partie qui est un peu, comment dirais-je, qui part trop dans l'artistique, etc., et qui oublie la partie technique, et inversement, il y a trop de technique, il n'y a pas de partie assez technique. Et comme il joue de l'instrument, il joue de la guitare, etc., il a surtout en tête des vraies références de son réel, d'acoustique. Et quand on lui a donné, si on comprend bien l'historique au départ, il y a quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui lui a donné la possibilité de pouvoir s'exprimer en faisant un système absolument sans compromis, sans objet. Il avait déjà un point de référence sur l'esthétique sonore qui était très importante. Je crois que c'est ça qui est important. Et après, il y a eu un fil conducteur, il est parti des petites deux voix, avec la forme. Déjà, tout était déjà vu, déjà, en problème, en partant de ce gros système. Yes, just in a few words, because Patrick was telling about the story of Magico, the way you started with the Ultimate, and that was still for you a reference and something you wanted to achieve with the other products you made later, like the Mini. It was of course not the same size, but the idea was there already, and what you did since is willing to continue to improve your products with still having in mind this reference, which is still the case. Voilà. Alors, ensuite, on pourrait poser la question, c'est qu'il a, il a toujours considéré l'enceinte comme un tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, il y a des exemples célèbres dans d'autres domaines, Ferrari disait qu'une voiture c'est un moteur, non, c'est pas un moteur, c'est aussi un châssis, c'est aussi des enceintes, c'est aussi des freins, etc. Et souvent, dans les autres systèmes, des fois les gens disent, bah, une enceinte c'est un haut-parleur, d'abord. Okay. Ce qui est vrai, il faut déjà partir d'un bon haut-parleur, c'est comme en cuisine, si on ne part pas de bons composants pour faire la cuisine, on fera toujours la mauvaise cuisine. Après le dosage est un peu compliqué. Et lui a déjà vu dès le départ, c'est-à-dire, et d'ailleurs il s'est libéré très vite des sous-traitants, pour les haut-parleurs, etc., pour faire ce qu'il veut. So your conception is to see the speaker as a whole thing, not an assemblage of parts, but something that you create as a finality to incorporate some technologies. And for that, you decided to integrate your own capacity to produce the products at home and to manage completely the fabrication. So that was important for you to do that. And to it's essential. It's not possible not to do that. There's only so much you can push doing things out of house. It comes a point where you really want to push the envelope in R&D. You need to start making things your own or have the ability to really control the process. Also push ideas. When we have ideas at Magico, we can implement them very quickly. And it's impossible to do without an in-house capabilities, capacities, engineering. It gets very complex and very encompassed, but not having all this right under your fingers is very difficult to do if you want to achieve this kind of level of quality. Ce que dit Alon, c'est pour lui c'était important effectivement en gros de matérialiser la R&D avec la possibilité de maîtriser aussi la fabrication. Et puis un des avantages majeurs d'avoir également les capacités de production sur place, c'est que dès qu'ils ont une idée d'une évolution, ils peuvent la réaliser immédiatement. Donc ils ne perdent pas de temps et ça leur donne une souplesse et une rapidité d'exécution qui est extrêmement importante, sans dépendance extérieure. Oui. Et cela leur a permis aussi de faire des modèles dans une gamme assez cohérente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a toujours une signature sonore, quoi qu'on veuille, il y a toujours à côté l'esthétique un peu plus prononcée dans chacune des marques, etc. Et de son plus petit modèle, d'ailleurs, on retrouve quand même une famille sonore. Bien sûr que ça peut être
plus transparent, plus défini, plus de niveau, plus de dynamique, etc. Mais on retrouve toujours cette signature, ce qui est important. Alors chez bon constructeur, il y a des fois un modèle qui marche, et puis les autres, bon, c'est un peu moins bien, ou c'est pas terrible, etc. Et des fois, il y a même des modèles inférieurs qui sont meilleurs que les grands. Et ça, c'est une catastrophe, ça, souvent. Patrick is telling that you have the same kind of sound for all the models. There is not bad model, or you know, you have a continuity in what you do. Even the small speakers, Magico, have the same kind of sound that the biggest one. Of course, the bigger one have different capabilities. There's more of it, but but the sound it's is always the same kind of sound. So this is important for you to be able to build this continuity in what you design. Yes. Well, the same kind of sound is really no sound at all. So when you thrive for transparency, for true transparency, not a faked one, not a equalized one, true transparency, when you're moving as much losses as possible from the process of changing electrical energy to a passive one, an active one, you have to be worried about mechanical energy. Sorry, you have to be worried about losses, and the less losses you're able to achieve, the more close true to the signal that you feed into the speaker will be. Therefore, the sound would be very similar, i.e. less losses, less sound of the speaker itself. And with the bigger models, you just get more of it. You get more heft, basically. But the concept is always the same. So, ce que dit Alon en substance, c'est que en fait les principes sont les mêmes d'un modèle à l'autre. C'est pour ça qu'on retrouve une continuité dans le son, et ces principes reposent sur une chose très simple, c'est de respecter le son tel qu'il est, de ne pas le modifier, donc d'avoir une vraie transparence, pas une transparence obtenue avec des systèmes d'égalisation, mais quelque chose qui nous rapproche en fait de la musique réelle. Tout ça repose sur les mêmes visions, la même technologie. Alors bien entendu, on va plus loin avec les grandes enceintes qui vont donner un peu plus de tout, mais on sera toujours sur les mêmes bases technologiques et toujours sur la même philosophie qui consiste à faire en sorte que l'enceinte n'apporte pas de coloration propre à la musique. Très bien. Il y a aussi un autre souci, j'ai vu, c'est de faire, comme auraient dit les gens de chez Quad en Angleterre, un produit domestique. C'est-à-dire souvent on peut faire des monstres d'enceinte pour les audiophiles, des choses, etc., mais qui ne sont pas du tout adaptés à un environnement journalier, etc. On va mettre ça dans sa salle de séjour. Donc il y a aussi un côté esthétique sur les enceintes, sans tomber, j'allais dire dans le Sonus Faber ou dans les choses comme ça, etc. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, mais il y a aussi ce souci d'intégration du système dans un domaine avec le fameux agrément de la femme, etc., ce qui n'est pas si évident que ça. Alors, et donc ça reste toujours logeable, les systèmes, sauf son énorme système, mais ça on met un petit peu à part, etc. Ça c'est important, je crois. Patrick is saying that you still keep in mind the design of the product and the fact that we have to live with them in our apartment or house, and you can of course build very good speakers, but they could be awful or very big. So you still have in mind this idea of to have a nice object, a good design. Yes, absolutely. The aesthetics are always important. A good sounding system first have to look good too. It's a combination of different senses. They all have to come together. It's also allowing us to build very big speakers, but in a small package. For instance, the M6 now is about 25% smaller than the M Pro, but the internal volume is exactly the same. Okay. Thinner walls, but because it's pure carbon, it's much stiffer actually. So pushing the method of construction and looking for ways to increase performance
But be more efficient about that is allowing us to do things that in the past we were not able to do. Donc il y a effectivement ce souci esthétique qui est présent et permanent chez lui, mais il dépend beaucoup finalement de la technologie employée, puisque avec les progrès des nouveaux matériaux, notamment du carbone sur ces enceintes, on arrive à réduire le volume extérieur des enceintes en conservant une charge interne importante. Par exemple, la M6, qui est 25% plus petite entre guillemets que la M Pro, a le même volume de charge interne. Donc ça permet d'avoir un grand son dans des enceintes qui gardent un format effectivement relativement réduit, mais qui sonnent comme des grands systèmes. Parfait. Alors toujours dans la même logique, mais ça c'est un petit peu pour le futur, on ne sait pas s'il va évoluer ça. Comment voit-il l'adaptation acoustique entre le système, dire que la meilleure enceinte du monde dans une pièce pourrie, ça ne donnera jamais grand-chose, et comment peut-on améliorer les choses après lui? En dehors des couplages avec les bonnes électroniques ou autres, ça c'est un autre domaine. Question about future, and one of the key points is the harmony between the speaker and the room, and this is a difficulty to manage, especially in a passive way. So, do you have a vision about that, an idea about the future, the different way to use the speaker in a room, trying to cancel this issue, maybe? Yeah, that's a very complex proposition. The overall concept of solving these solutions with powerful DSPs, etc., are very problematic. The issue that a speaker with interaction in the room creates is not a 2D problem. It's a 3D issue that has to be addressed in manners that DSP have not been yet proven to do so, not in the complete way that would really improve the sound without causing all sorts of other issues. Yes. And in theory, I am not sure it's even possible. So, yes, the tools are extremely powerful and interesting, but you cannot solve these kinds of issues for one point in space. It's just not. I mean, you can, but this is not where you are. When you listen, when you have a room, when you move around, it's very, very difficult to do. So I think it's better to look into the room and try to improve the room situation, which today is not very difficult or costly to do. Of course, building proper loudspeakers that propagate the sound in a very coherent, smooth, and consistent way also helps. Of course, we don't build ported speakers. That's also makes the bass interaction quite a bit more predictable. So, yeah, I don't think that any of the popular tools that we see today for room correction will be the answer for truly high-end experience. I'm not talking about home theaters and things of other nature, but for what we do, I don't think so. Ce que dit Alon en substance, c'est qu'aujourd'hui les DSP ne sont pas totalement satisfaisants, parce qu'en fait il faudrait pouvoir travailler en 3D et pas en 2D, et être capable de répondre en fait à toutes les positions possibles d'écoute dans la pièce, ce qui n'est pas le cas, puisque généralement on mesure depuis un point précis et on fait les calculs à partir de cet endroit. Donc une solution de ce type aujourd'hui n'est pas totalement satisfaisante pour des systèmes haut de gamme, bien entendu. Ça peut être utilisé en home cinéma et dans d'autres applications. Ils préfèrent à ce stade pouvoir éventuellement traiter la pièce en considérant qu'aujourd'hui c'est un peu plus facile et qu'il y a des solutions sur le marché assez intéressantes, pas trop coûteuses pour ça. Après, l'autre élément, c'est l'enceinte elle-même dans la pièce et la façon dont elle est
conçu. Et alors là, il y a différents éléments qui sont extrêmement importants et qui vont faire des différences. Le respect de la phase, bien entendu, le fait que ce soit des charges closes, qu'il n'y ait pas des vents de basse réflexe, donc une gestion du graphe qui est quand même facilitée par le type de technologie qu'il utilise. Très bien, très bien. Alors dans le système, puisqu'on regarde ça, puisqu'il a toujours été fidèle à l'enceinte close, d'accord. Ces arguments sont valables, c'est-à-dire c'est vraiment le fait qu'on puisse avoir un grave sans résonance parasite comme avec un basse réflexe ou comme avec un pavillon ou comme avec autre chose. Mais pour moi, il y a un problème, et je me demande comment il a pu le résoudre, et s'il peut le résoudre, c'est quand la membrane se déplace, au parleur, il faut qu'elle revienne exactement au point milieu entre deux, d'accord. C'est jamais le cas avec un haut-parleur, il revient toujours là, là, ça manque de précision. Dans une enceinte close, il y a un problème, c'est que le haut-parleur regarde la pièce, donc quelque part il va avoir tendance à partir très vite devant, mais quand il va reculer, il a un frein à cause du volume d'air qu'il y a à l'intérieur. Et donc, souvent, et c'est ça qui fait souvent la différence, quand les gens, dans les très très gros systèmes, souvent, ben, ils préfèrent mettre les haut-parleurs sur des grands baffles-plans pour éviter les courts-circuits acoustiques, pour avoir cet équilibre de pression. Parce que le problème, c'est le problème de vitesse dans le grave. Il a la vitesse, mais je ne sais pas comment il a réussi à résoudre ça. Parce que ça avait vraiment un frein. Ça a été le problème qu'a eu VUmètre avec les acoustic reserve. Je pense que c'est les premiers qui ont fait la suspension acoustique. Et il avait toujours ça. C'est-à-dire que le grave n'était pas rapide. Parce que le haut-parleur avait tendance à ne pas revenir aussi vite en marche arrière qu'en marche avant. Il est toujours... Il était freiné derrière. Ça, c'était un souci. So you used the seal box not bass reflex. That was your choice, and Patrick agreed that the fact is probably you have some positive points with that. But he has a question about how do you manage the fact that the driver has to come back exactly at the same position when he moves forward and came back because of the internal pressure of the speaker. And it could be an issue in terms of velocity, in his opinion, and he wanted to know how you succeed to find a solution to manage this. What could be an issue? I don't know if it's the case or not, but... Well, that gets a bit technical, but you know the execution is extremely important. I mean, the drivers that we build are designed to work in a sealed enclosure, and that requires a very powerful motor system, and other things that we do in order to keep the magnetic force intact. These are underhang motor systems, all of them. Copper sleeves to keep the inductance down. Very efficient way to dissipate heat. Throughout the entire process, titanium, voice coil, also the carbon itself is a very good heat conductor. Extremely sophisticated ways inside of the box to observe the back wave, so the pressure is as manageable as possible. All these create a very controlled and accurate cone movement with again minimum losses, very high efficiency, and you do need a proper amp to control that, of course. But at the speaker level, all these elements mount to, unfortunately, a very expensive driver, but yet one that is in full control throughout the entire pistonic movement. Bon, il y a différentes technologies qui ont été utilisées. C'est un assemblage de différents éléments, comme premièrement le fait d'avoir des moteurs extrêmement puissants pour assurer un très bon contrôle de la membrane, de jouer aussi sur les dissipations thermiques et essayer de les contrôler au mieux. Et pour cela, le carbone a un intérêt, c'est que c'est un très bon dissipateur thermique. Donc on a un ensemble d'éléments techniques qui jouent justement sur le fait de pouvoir assurer ce contrôle, qui aussi, bien entendu, dépend de la qualité de l'ampli lui-même et de sa capacité à contrôler le grave. Mais avec cette technologie utilisée, Alon considère qu'on est proche du fonctionnement en piston et qu'il a probablement, en partie en tout cas, résolu cette problématique que vous évoquiez. Il est autant mieux résolu qu'il utilise une membrane qui est à la fois légère et extrêmement rigide. Absolument. Avec les nouvelles technologies, etc. Et cette membrane aussi
a un avantage par rapport à d'autres matériaux, il me semble, c'est qu'elle n'est pas transparente au son. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'enceinte, on l'entend à travers la membrane. Parce qu'il y a des membranes papier, etc. Tout ce que vous entendez, ça passe à travers. C'est complètement transparent. C'est comme s'il y avait. Et avec cette structure, de ce tissage, entre guillemets, assez complexe, je pense qu'il s'affranchit de ce type de problème. Also, probably the fact that you use this kind of material for the cone itself, carbon, graphene, etc. You have a cone which has no acoustical transparency, and you cannot hear what is inside the box through the cone. That could be also an issue, but probably less with this kind of material. It's not an issue at all. I mean, the composite is so so stiff and rigid, and yet very light, of course, that these are not issues at all in this particular case. Donc, il considère que le problème n'existe pas effectivement sur ces enceintes grâce au matériau qu'il utilise, qui est totalement inerte et absolument rigide. Donc, il n'y a pas de retour acoustique des bruits internes à la caisse à travers la membrane. En fait. Voilà, c'est un petit peu des problèmes techniques boule rondelle, mais qui ont un rapport, avec ce que l'on entend. C'est partie de la réflexion engagée quand il développe un produit. Tout à fait, il voit bien qu'il n'y a rien n'est laissé au hasard et qu'il y a des réponses à chacune des questions techniques qui sont posées parce qu'elles ont été anticipées en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, toujours dans les détails un peu techniques, parce que tout commence par là, comme disait l'autre. Au niveau du filtre, j'ai vu que les filtres n'était pas si complexe que ça par rapport à d'autres. Donc il y a beaucoup moins de pertes d'informations, entre guillemets, dans le filtre. Mais je pense que les éléments, les capacités, chez Murdoch, etc., les résistances ou autres, ont été choisis en fonction de leur valeur. Mais je pense qu'il y a dû y avoir, il faut lui demander s'il n'y a pas eu, en plus, des séances d'écoute pour savoir tel type de composant rentre mieux dans la composition du filtre que tel autre, etc. En dehors des valeurs, en dehors des choses. About the crossover, Patrick has the impression when he sees the crossover that is not so complex by itself, but that you have very good components, and also the fact that probably you make some selection by listening also the components, not only using measurements. Yes, always. I mean, a cap that will measure practically the same, different caps can sound completely different. Same for everything, even wires. Everything makes a big difference. We spend a lot of time listening. We have tested all possible components available from anywhere in the world. So we choose whatever it is that we're using very carefully. Money is never an object, especially not in the upper echelon of drivers. Of course, in the lower range models, you have to take under consideration let's say the size of a coil. So if we use a 10-gauge coil on the M6, maybe on the S1 we'll use 12-gauge, etc. But the concept is always the same. We are using elliptical crossovers ever since we started, which allows us to have a 24 dB per octave slopes with less parts. So you're right, the crossovers are not extremely complex, but they're very, very accurate. In order to really create an elliptical crossover that is effective, you have to know exactly the values of each components. And these are not off-the-shelf value. And this is all done through a very sophisticated computer simulation and emulation that allows us to really nail down exactly the proper values for the position of the drivers, for the slope that we are, the transfer function that we're trying to achieve. And this creates a crossover with less part, less losses, very refined integration of phase and frequency. So both frequency domain and time domain are extremely well taken care of, and the end result is quite transparent.
Donc effectivement, l'idée n'est pas d'avoir des filtres extrêmement complexes en soi, mais d'avoir les meilleurs composants qu'ils soient. Et tous ces composants sont mesurés parce qu'un composant qui officiellement, en théorie, a les mêmes valeurs, en réalité n'a pas forcément les valeurs qui sont indiquées par le fabricant. Donc ils les ont vérifiées et écoutées, et ils ont essayé tout ce qui était disponible dans le monde pour vraiment retenir les meilleurs produits et s'assurer ensuite qu'effectivement il y ait le moins de dispersion possible dans ce qu'ils produisent. Donc ce travail sur les filtres est essentiel pour respecter la phase, le temps et avoir ces coupures dont il parlait de 24 dB par octave, qui sont effectivement des choses qu'il faut maîtriser de manière très précise. Et ça passe par un gros travail d'analyse des composants et d'écoute de chacun des composants. Alors bien entendu, quand l'enceinte est moins chère, on va avoir des composants un petit peu moins chers, mais la démarche reste la même dans la conception du filtre elliptique dont il parlait, qui est une règle chez eux en fait. Parfait. Bon, puis on va revenir au cœur du sujet, puisque c'est la présentation de la M6. Oui, alors absolument. peut-il nous parler de la M6? So, the product of the day is the M6. So, a few words about the M6 itself. So, can you tell us about the M6? Yes, there's a lot to say about the M6. It's basically a cumulative of a very long process, now almost 15 years since we started building speakers with the same concept of a core and aluminum coupling plates that with the goal of actually creating an apparatus that will transfer electrical energy to a mechanical one with the least amount of losses. We always wanted to build a product that would be less visible to acoustical propagation, one that will have a minimum amount of diffraction. It was always very difficult to do. This is the first time we have built a product that is free of edges. It's completely edgeless, which allow the propagation of the waves, the sound waves, to progress without any obstacle. In order to do that, we had to build a cabinet that has no corners. It was very difficult to do. Of course, perhaps we could have machined something like this from aluminum, but my God, this would have been quite an ordeal. Carbon fiber, which we started to work with several years ago, proven to be a better material for that particular purpose, keeping the stiffness that is needed, in our opinion, in an enclosure. And yet gives us the ability to also effectively damp it, and create a shape that is free of any corners or obstacles. Maybe I'm gonna translate. Oh, go ahead. Yes, I'm sorry. Donc en fait, la M6 c'est un peu le résultat de cumul de toutes les évolutions que la marque a annoncées, mises sur le marché ces dernières années, avec toujours cette idée de départ, cette idée forte qui est de transformer un signal électrique en signal mécanique avec le moins de pertes possible. Donc il faut effectivement que ce qui arrive dans l'enceinte soit restitué à la sortie avec le moins de distorsion pour qu'on récupère le maximum de ce qui a été envoyé à l'enceinte. Donc ça c'est le premier élément, et d'où l'utilisation notamment des façades aluminium qu'on retrouvait déjà sur les premières enceintes, puisqu'elles permettaient d'avoir une force de couplage beaucoup plus importante sur les haut-parleurs et donc d'assurer cette transmission mécanique avec le moins de pertes possible. Le deuxième élément, c'est la forme de l'enceinte qui a beaucoup évolué sur la M6, mais qui reprend aussi les concepts de la Mini, par exemple, qui avait cette forme très arrondie. Donc là, elle a été poussée à son maximum sur une enceinte de taille beaucoup plus importante, sur laquelle il n'y a absolument aucun angle droit, aucune arête, tout est en courbe. Donc ça impliquait un gros travail de design et de développement.
Et l'utilisation du carbone a rendu ça plus facile que de le faire uniquement avec de l'aluminium, parce que usiner de l'aluminium avec ses formes courbes aurait été extrêmement compliqué et encore plus coûteux. Donc le carbone avait cet avantage, et il a également l'avantage d'avoir un facteur d'amortissement assez intéressant, tel que Magico l'utilise en tout cas, puisqu'on en a parlé, c'est pas une feuille de carbone, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus épais, un châssis de carbone, et donc un matériau qui reste extrêmement rigide et très dur, ce qui est une des règles de base de Magico en fait. So, And of course, all the other elements concerning the design, drivers, and cone materials, etc., has been product that we kind of introduced over the years before, but here with the M6, it kind of all comes to a pinnacle in what we are able to do today with the technology available, using graphene cones, which basically makes a cone, a composite that is the stiffest one available in the world, not just in the loudspeakers arena. Diamond-coated beryllium tweeter, and the combination of the crossover that we parts and technology that we're using all come together to create a product like the M6. Donc, l'autre partie du développement apporté au-delà de la caisse dont on vient de parler, sur l'amélioration également des haut-parleurs eux-mêmes, qui bénéficient là aussi de tout un tas d'évolutions, qui étaient apparues en partie sur la M-Project, avec notamment le tweeter beryllium recouvert de diamants, et puis l'utilisation du graphène qui est ici généralisé sur toutes les autres membranes. Le graphène est un matériau très récent qui permet d'être encore plus léger et plus rigide que le carbone, et donc d'avoir ce travail en piston avec le moins de pertes possible et le moins de distorsion possible. Donc la M6, c'est vraiment un peu, enfin Alon parle de pinacle, quelque chose qui reprend toutes les évolutions qui ont pu apparaître ces dernières années chez Magico et qui les pousse encore plus loin sur ce modèle. Très bien. On n'a plus qu'à le remercier pour son attention d'être venu à Paris aussi pour présenter ça, c'est vraiment très sympathique. Et puis, bon courage pour l'avenir, comme on dit, parce qu'il y a toujours à s'atteler, et qu'il continue ainsi. Je pense que c'est vraiment une très belle histoire. Voilà. So we wanted to thank you for coming in Paris to introduce the M6. We are very happy, and personally I'm quite proud of that, to have this premiere in Europe. And Patrick also willing to say good luck to you, and we are still hoping that you will continue to improve the technology of the speakers in the future. Well, thank you very much. Always a pleasure to be here, of course. And yes, rest assured that we will always continue to try and improve what it is that we're doing. This is the motto of Magico. How to continue and improve the aspect of disappearing from the chain of reproducing sound.